je voudrais, première chose, corriger une incorrection de données dite la semaine dernière, et puis redémarrer tranquillement avec le théorème de Hewitt et Savage. Et puis, je ne sais pas à quel moment je glisserai ça. Ce que je vous ai dit la semaine dernière sur la norme du sup qui se traduit par la distance infinie, mais enfin avec le coefficient infini pour Monch-Kantorowicz. Quelle est la caractérisation de la convergence? Il est possible de le faire. J'ai finalement mis bout à bout les petits bouts de démonstration qui manquaient depuis la semaine dernière. Bon, alors donc, procédons par ordre. La première chose, c'est... on va faire quand même quelques petits rappels. Dans un contexte symétrique, donc on travaille vraiment sur un domaine à la puissance n ou un espace métrique à la puissance n quotienté par le groupe des permutations, à une permutation près, des, entre guillemets, coordonnées. Donc, ceci correspond à l'infimum sur toutes les permutations de la somme normalisée 1 sur n de la distance. Donc, si on est dans un cas euclidien, norme de xi moins y à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p, hein, donc le 1 sur n est à l'intérieur, c'est vraiment une somme normalisée. Et étant entendu que ici, c'est sigma de i. Donc ça, c'est pour tous les p, étant entendu que pour p égale l'infini, vous récupérez la norme du sup, le n disparaît complètement, vous récupérez la norme du sup habituelle. Et ça, c'est Monch-Kantorowicz. Alors, on a la même chose pour les distances, étant entendu que si vous prenez la densité empirique associée au point xi, c'est-à-dire 1 sur n somme des delta xi, c'est une mesure, eh bien, on a la même chose avec M1, M2, qui devient l'inf sur toutes les lois jointes, telles que la loi de x soit M1 et la loi de y soit M2, de l'espérance de x moins y à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p, et enfin des LP pour Lévy-Prokhorov de xy qui est l'infimum sur tous les sigma dans Sn des epsilon tels que le nombre des i tel que xi moins y sigma de i plus grand que epsilon divisé par n soit plus petit que epsilon. OK, et on a la même chose avec les mesures, allez, ne soyons pas feignants, dLP de M1, M2 égale l'infimum sur tous les xy, etc. Je ne rappelle pas loi de x1 égale M1, loi de y égale M2, des epsilon tels que la probabilité que x moins y soit plus grand que epsilon et plus petit que epsilon. Et voilà. Bon. Alors, donc, la semaine dernière, je vous avais magnifiquement annoncé une inégalité D1MK supérieure, et il suffit de le montrer en XY, de toute façon, par densité. Maintenant, on sait que ça suffit pour démontrer toutes les inégalités sur les mesures quelconques, était supérieure à DLP de XY. J'ai simplement oublié une petite chose, c'est que c'est DLP XY au carré. C'est la démonstration la semaine dernière, en fait, si on la reprend, et je vais même la reprendre pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le fait que topologiquement toutes les distances soient équivalentes est à la limite d'une conséquence modulo la convergence, la compacité et tout ce que vous voulez, du fait que pour les mesures, la topologie induite par toutes ces distances, sauf pour p égale l'infini, correspond à la convergence faible, mesure de proba, et je note toujours P de Q, et souvent avec un petit 2 pour indiquer quelle distance je mettrai, qui sera le plus souvent MK2. Le fait donc qu'elles soient topologiquement équivalentes, c'est la même chose, alors avec les 1 et les 2, c'est pas très malin. Voilà, parenthèse au carré, ça sera plus clair. Donc qu'elles soient topologiquement équivalentes, on doit s'y attendre, il se trouve qu'on a une inégalité très précise. Et j'avais déjà donné les majorations, la démonstration, elle était parfaitement correcte. Alors, effectivement, le trouble vient du fait que j'ai esquissé un argument, mais un peu rapidement, et que ces distances de Lévy-Prokhorov
sont pas faciles à manipuler, c'est difficile de la calculer. Alors, si on... J'avais déjà indiqué que c'était une distance, que donc par densité sont des fonctions continues. Pour la topologie usuelle, j'avais indiqué tout ceci. Il suffit de prendre donc des cas génériques de x, y. Et un cas générique pour éviter les problèmes, c'est un cas où on a que x moins y est tel que les coordonnées x1 moins y1 sont en norme strictement comparables. Donc on va les étiqueter comme ceci, de 1 à n. De toute façon, c'est à une permutation près. Donc ça, c'est pas gênant. Donc là, ce que je note yi, c'est le sigma optimal. Et on va regarder, qu'est-ce que je raconte? Là, c'est DLP. Oui, c'est ça, correct. Et alors, là-dedans, qu'est-ce qui se passe? J'avais indiqué un peu rapidement la chose suivante, c'est que, ou bien on a que, pour un certain k supérieur ou égal à 1, la distance ne peut pas être plus grande que x1 moins y1, sinon on descend à x1 moins y1, on garde un epsilon qui est possible, ça ne change rien, et on a réduit la distance. Donc c'est automatiquement compris dans cet intervalle. Ça, on s'en convainc assez facilement. DLP appartient à cet intervalle. Bien. Alors, de par sa définition même, ou bien c'est atteint pour un xk moins yk, auquel cas, qu'est-ce qui se passe? C'est égal donc à D, DLP du xy. Alors que peut-on dire à ce moment-là de k sur n? Ça veut dire qu'on peut prendre un epsilon qui est un tout petit peu plus... Oui, donc ou bien c'est égal à DLP de xy, et ceci, que peut-on à ce moment-là dire? Eh bien, on a automatiquement que k sur n est strictement plus grand que epsilon, ou que d, supérieur ou égal, parce que s'il était strictement plus petit, on pourrait descendre un peu. Puisqu'on garderait k sur n, il y aurait toujours k point xk moins yk plus grand que ce epsilon-là, et donc on pourrait descendre un peu et on n'aurait pas le bon inf. Donc ou bien on a ceci, ou bien on a que xk moins yk est compris entre dLP et xk moins xk plus 1 moins yk plus 1, auquel cas, évidemment, comme on n'a pas saturé sur les xk moins yk, auquel cas, bien évidemment, on a que dLP est égal à k sur n. Parce qu'on ne peut plus descendre plus bas. Et on ne peut plus descendre plus bas parce qu'on est coincé par le k sur n, pas par les xi moins yi. Donc dans les deux cas de figure, vous voyez que k sur n, dans les deux cas de figure, et ça donc ça c'est à partir du moment où il n'y a pas de dégénérescence, que k sur n est plus grand que dLP de xy. Et donc maintenant, si je regarde la somme sur les i de xi moins yi, là, vous voyez ce qui se passe, c'est que cette somme, vous la minorez par la somme de 1 avec un 1 sur n, vous la minorez par la somme de 1 à k des xi moins yi, 1 sur n. Chacun des xi moins yi est plus grand que dLP, et vous en avez comme ça k sur n. Et donc ça, c'est supérieur ou égal à dLP au carré. Bon, voilà le petit argument qui montre un peu comment cette distance fonctionne. Alors c'est curieux d'avoir des distances qui se comparent avec des distances au carré, mais enfin ce sont des distances un peu bizarroïdes. Et tout est possible. Bon, alors ça c'était la correction et la démonstration du point corrigé la semaine dernière. Donc ce que nous avons vu la semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être, c'est de dire que si je prends des fonctions continues, symétriques, de n variables, qui sont équicontinues et uniformément bornées, donc un uniformément borné,
un équicontinue pour une de ces distances, et je vais prendre la distance de Lévy-Prokhorov parce que cela correspond bien à l'idée que l'on se fait, que l'on veut des fonctions qui dépendent faiblement d'un certain nombre de variables. Je reviendrai plus tard sur le fait qu'on aimerait aussi avoir un résultat pour un vrai module de continuité standard, c'est-à-dire à norme infinie, hein, le max des xi moins des yi, donc une dépendance plus dure. Je vous avais indiqué que le théorème, tel que je l'avais énoncé, était faux dans ce cas-là par un contre-exemple, mais on verra qu'il y a un autre théorème qui est vrai et qui est très voisin de ce cas-là. Donc le théorème essentiel, c'est que à une sous-suite près, donc il existe n', et il existe une fonction continue sur l'espace des mesures muni d'une de ces distances, l'espace des mesures de proba sur Q muni d'une de ces distances, telle que un moins u de 1 sur n somme de delta xi en norme du sup sur Qn, sur Q puissance n, tend vers 0. Et c'est un n' si je prends une sous-suite. Donc tout se passe comme si une fonction continue de n variables, c'était une fonction faiblement continue sur les mesures. Point. Bien. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors ce que je voudrais aborder maintenant, c'est le troisième point, je crois, si je ne m'abuse, qui est lien avec Hewitt et Savage. Comment redémontrer Hewitt et Savage? Et comme je suis allé un peu vite la semaine dernière, je vais décomposer, et puis j'ai vraiment pas eu le temps de détailler tout ce que je voulais faire. On va reprendre ça tranquillement et je vais vous en dire plus. Entre-temps, j'ai réfléchi. Alors, traditionnellement, on se sert dans la dérivation en physique statistique et en mécanique statistique, ça a commencé par la mécanique statistique, on se sert de Hewitt et Savage de la manière suivante. On considère des probabilités sur Q puissance n symétriques, et on voudrait comprendre qu'est-ce qui se passe sur ces probabilités quand n tend vers l'infini. Comment décrire efficacement ceci? Alors, il y a la version traditionnelle. Ce que je vous ai indiqué la semaine dernière, c'est l'argument formel. Suivant, c'est qu'une fonction symétrique, on a appris à l'écrire comme une fonction de la densité empirique. Et donc, si j'applique à peu près cet argument-là, j'ai envie de dire que c'est grosso modo comme un 1 sur m de 1 sur n somme de delta xi à part que, bien entendu, maintenant, le grand m, que je vais d'ailleurs noter pi, le grand pi, c'est une probabilité sur P. Avec un peu d'imagination. Et c'est effectivement ce que dit le théorème de Hewitt et Savage, mais de manière plus tarabiscotée. Alors, c'est pas comme ça qu'on le démontre. Alors, vous pourriez me dire, si ça c'est vrai que toutes les fonctions symétriques, on passe aux mesures. On l'a fait pour les fonctions continues, les fonctions bornées d'ailleurs. On fait sur les mesures. Qu'est-ce qui se passe dans L2, dans LP, etc. Bon, ça, je vous laisse y réfléchir, on en reparlera dans un petit moment. Ceci est un peu formel, un peu complexe à comprendre, donc on va raisonner. La présentation traditionnelle consiste à introduire les marginales, à essayer de comprendre ce qui se passe à travers les marginales, c'est-à-dire prendre un nombre fini de coordonnées, K, et représenter et moyenner Mn par rapport à toutes les coordonnées, sauf ces K-là. Lorsque l'on fait ceci, on a une suite, une double suite de densité, de probabilité. N, c'est l'aspect séquentiel, n tend vers l'infini, et k variant de 1 à n
et elles sont emboîtées les unes dans les autres, parce que bien entendu, on déduit la km de la k plus unième en intégrant par rapport à la k plus unième coordonnée. Bien, donc on appelle les densités des probabilités compatibles. Maintenant, ce que vous avez ici, c'est une proba sur QK, qui est d'ailleurs symétrique. Et bien entendu, vous héritez automatiquement de la compacité. Je suis sur des compacts, je ne pose pas de problème de perte de non-tension, comme on dit, des mesures de probabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à l'infini, j'ai tué l'infini. Donc, a priori, vous savez qu'il existe une sous-suite qui converge faiblement. Alors, une sous-suite, vous pouvez le faire pour chacun des cas, par un argument diagonal, vous pouvez le faire pour tous les cas. Donc, il existe une sous-suite que je vais, par souci de simplification de notation, toujours noter n, telle que mnk converge faiblement, au sens des mesures, vers un certain mk. On ne voit toujours pas apparaître de pi. Que peut-on dire sur les mk? Eh bien, on a que mk est une probabilité sur q à la puissance k, que c'est une probabilité qui est symétrique par rapport à k variable, et que, bien entendu, la famille des mk est compatible au sens qu'on déduit mk en intégrant de mk plus 1 en intégrant par rapport à xk plus 1. Et le théorème de Hewitt et Savage vous dit que ceci, c'est effectivement la même chose, se donner un paquet de probabilités symétriques compatibles comme ceci, c'est la même chose que de se donner une probabilité sur P de Q Bon, alors une notion de probabilité sur P de Q. P de Q est un espace métrique compact, donc vraiment, on travaille au sens habituel de l'intégration. Il existe une probabilité sur P de Q telle que l'intégrale de dpi de m du produit de i égale 1 à k de m de xi est précisément donnée par mk. Voilà comment on peut trouver mk, et ceci est vrai quel que soit k supérieur ou égal à 1. Alors avant de vous rappeler à quoi ça sert, le théorème de Hewitt et Savage, comment on s'en sert pour la justification de modèles de champ moyen en physique statistique ou en mécanique statistique. Parce que là-dedans, Q est à peu près n'importe quoi. Donc ça... ça pourrait être un espace d'opérateurs en mécanique, en physique statistique quantique. On a typiquement l'analogue des xi sont des opérateurs. Bon. Donc l'abstraction d'avoir des espaces métriques généraux est quelque chose d'utile, et pas uniquement pour la réitération dont je vous parlerai probablement la semaine prochaine. Bien. Cela dit, j'écris les choses comme si Q faisait partie d'un espace euclidien, mais ça n'a rigoureusement aucune espèce d'importance. Alors, le fait que cette équivalence, c'est-à-dire si on a un pi et qu'on construit les MK comme cela, bien entendu, les MK vérifient ceci. Donc la partie difficile du théorème, c'est si on a les MK, à ce moment-là, il existe un pi qui mélange les mesures de proba. Ça mélange quoi? Eh bien, peut-être l'exemple le plus sympathique, c'est ce qu'on appelle, ce que Boltzmann appelait le chaos moléculaire. Boltzmann. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les MK
c'est le produit de I égale 1 à K d'un certain M0 de XI. Donc, je vais mettre M parce que le M0, ce sera une condition initiale dans un petit instant. Et ça correspond à une loi de probabilité qui est concentrée en un point. Il n'y a pas un problème de notation parce que le M est donné, mais l'intégrale ne peut pas être sur un DM. Le M n'est pas donné là-dedans. Tu veux dire là, dans l'exemple? Ça, c'est MK. Non, ce que l'équivalence est mal formulée. Si on a les MK, alors il existe un pi tel qu'on est ceci. Et ça, c'est une égalité au sens des mesures, comme fonction de x1 et xk, si tu veux. D'accord? Réciproquement, si on a un pi et qu'on définit les MK comme ceci, alors il vérifie cela. Donc il faut s'habituer un peu à cette histoire de notation, mais le plus simple, c'est de prendre quelques exemples comme ceci. Donc voilà un delta M, et les MK associés, c'est les produits. Ça veut dire que là, on est en train de regarder, c'est comme si on regardait des xi qui sont des variables aléatoires indépendantes de loi M. Un autre exemple, c'est de prendre un demi de delta M1 plus un demi de delta M2. Et puis après, un pi général, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est à peu près la même chose. En fait, c'est approché par des sommes de masse de Dirac. Eh bien, le MK correspondant est donné par un demi du produit de I égale 1 à K de M1 de XI, plus un demi du produit de I égale 1 à K de M2 de XI. Bon, et ça, c'est rien du tout. Enfin, c'est deux états indépendants qu'on mélange en tirant au sort. Et donc, en fait, la situation générale pour décrire ce que c'est un nombre infini de variables, c'est un mélange tiré au hasard avec pi d'états indépendants. En d'autres termes, dans l'espace de telle configuration, les états indépendants sont les points extrémaux. Tous les autres s'en déduisent par combinaison convexe. Donc c'est une sorte de géométrie des densités infinies symétriques. Des mesures de proba sur un nombre symétrique sur un nombre infini de coordonnées. Ça, c'est faux avec un nombre fini. Bon. Donc, certaines simplifications quand n tend vers l'infini. Alors, ça, c'est la démonstration, c'est le théorème essentiel. On s'en servira pour justifier un certain nombre de passages à la limite dans un instant. Quel est le rapport avec ce que je vous racontais la semaine dernière? Ce qu'on va voir, c'est que c'est le point de vue Hewitt et Savage, ou le point de vue que j'ai rappelé il y a un instant avec les fonctions continues, c'est une simple dualité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que dans le théorème de Hewitt, le théorème que je vous ai énoncé, que j'ai d'ailleurs effacé, je considère que dès qu'on a l'idée, c'est trivial de le mettre en place. C'est avoir le bon formalisme. Je prétends que Hewitt et Savage, c'est aussi une trivialité. Une fois qu'on a le bon point de vue. Donc, je vais vous faire ma démonstration de Hewitt et Savage, où on ne fait pas de géométrie convexe, des points extrémaux et patati et patata. On fait de l'intégration toute bête. Donc j'ai mes MK, et évidemment ce qu'il faut démontrer, ce sens-là est évident. On vérifie, c'est-à-dire étant donné pi que les MK satisfassent ça, un calcul totalement élémentaire. Donc là, la difficulté, c'est d'où sort pi. Ce que je vais faire, c'est que une mesure de proba, je comprends les fonctions continues. Et puis, j'ai des exemples simples de fonctions continues, c'est les polynômes. Définir une mesure, qu'est-ce que c'est une mesure de proba? C'est une forme linéaire sur les fonctions continues. Donc, est-ce que je peux définir une forme linéaire sur les polynômes? Et si elle est continue bornée,
Normalement, elle est positive et de masse 1, donc elle sera automatiquement continue bornée. Ben, si je peux la définir sur les polynômes, ben, j'ai gagné, j'ai mon pi, et puis tout est fini. Est-ce que je peux faire ça? La réponse est oui, parce que prenons un polynôme. Définir la forme linéaire, c'est linéaire sur un polynôme, c'est à définir sur un monôme. Donc je fixe j'ai des n, des k, je vais mettre j. Je vais prendre un pj, donc un pj de m. C'est a priori, c'est un monôme de degré j, c'est une fonction de x1, xj, symétrique. Je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais les phi, qui sont des variables d'observation, si vous voulez, des fonctions d'observation, je n'ai pas précisé la régularité que ça avait. A priori, pour le définir comme un polynôme sur l'espace des mesures, il suffit de continu. Quand j'aurai besoin de faire du calcul différentiel, j'aurai envie de prendre C1, C2. Donc on ne va pas s'embêter, les phi sont C infini, on n'en parle plus. Fois le produit de 1 à j de mi de m de x. Donc c'est des mesures. Je vais mettre des xi, c'est vraiment le produit des mesures. Bon, donc ça c'est une fonction, c'est ce que j'appelle un monôme de degré j. Alors si je prends un k qui est supérieur ou égal à j, et je veux définir à partir des mk une forme linéaire. Le résultat par dualité. Il faut que je projette. Le phi est donné. Hein? C'est l'analogue quand je prends dans l'algèbre usuelle x à la puissance j, devant j'ai une constante. C'est la constante. Bon, c'est les polynômes à valeur dans les fonctions. Enfin bon, bref. Moi, ça, ce genre de. Ça a certainement des noms, des trucs comme ça, hein, mais. Bien. Alors, si je prends k supérieur à j, il faut que effectivement je projette pj comme fonction de k variable, mais ça je sais le faire, je sais comment je fais. Je prends 1 sur k de la somme de i égale 1 à k de delta xi. Là, j'ai une fonction de k variable. C'est la meilleure fonction de k variable ressemblant au polynôme. C'est ce qu'on a vu avec les fonctions continues. Et ça, je peux l'intégrer par rapport à mk. Et là, j'ai l'application de mon polynôme sur ma suite emboîtée. Bon, ben ça, je vais vous montrer que c'est indépendant de k, donc ça converge. Si c'est indépendant de k, on va faire le calcul. Si c'est indépendant de k, ça converge. L'objet que j'obtiens, c'est l'action d'une certaine forme linéaire sur pj. J'aurai une forme linéaire sur les fonctions continues, j'aurai une probabilité, puis après on identifiera les moments. Ce sera ça, la démonstration de Hewitt et Savage, c'est ça. Alors, c'est très simple, mais c'est difficile à absorber, hein, à cause du point de vue un peu, disons, un peu différent. Alors, faisons le calcul tranquillement. J'espère arriver à le faire tranquillement. Alors, il faut balancer d'abord, pour calculer ce bazar-là, il faut balancer un produit de ces sommes. Un produit de ces sommes, ça fait 1 sur k à la puissance j. Et puis ça me servira pour démontrer un autre théorème après. La somme sur I1, quand je dis indépendant de k, c'est pratiquement indépendant de k. La somme de I1, IK, parce que chaque fois, dans chacune de ces sommes de masse de Dirac, je pique un indice, et c'est un IJ, de phi de x, de l'intégrale de phi de xi1 jusqu'à xij. Donc ça, c'est l'action de mes masses Dirac.
fois MK. Et ça, c'est normalement dx1 dxk. Hein. Là, j'aurais dû préciser, c'est dx1 dxk. Alors, phi est symétrique, les MK sont symétriques. Donc, dans MK, je peux faire comme si c'était les J premières variables. Alors ça, c'est si elles sont distinctes, donc il faut éliminer les répétitions. Mais les répétitions sont en nombre très inférieur à k puissance J. Donc, je triche un tout petit peu, mais c'est semblable, et il n'y a aucune difficulté de justification là-dedans, c'est semblable à 1 sur k puissance J, là, je vais écrire directement aux répétitions près, c'est semblable, et après on ne va pas faire la combinatoire évidente, c'est divisé par k puissance J, donc alors, les répétitions, c'est comme pour les matrices, hein, c'est le nombre de termes diagonales, il y en a n pour une matrice qui a n carré termes. Donc ça, je vais brutalement dire que ça, c'est semblable à l'intégrale de phi de x1 xj, de mk de x1 xj jusqu'à xk, de x1 de xk, grâce à la symétrie. Et puis ça, toutes les variables après la jm, on ne les voit pas, on les intègre, et donc ça fait l'intégrale de phi mj. Donc voilà la démonstration du théorème de Hewitt et Savage. Elle est là. C'est-à-dire qu'effectivement, les fonctions continues, c'est pratiquement des polynômes, et sur un polynôme, on voit qu'un nombre fini de corps. Alors je conclus complètement. Donc de tout ceci, on déduit un L de P qui est la limite quand K tend vers l'infini. Cette limite existe comme on vient de le démontrer, de P de 1 sur n somme de delta xj fois Mn, ou 1 sur K fois Mk. On vient d'établir cette limite sur un monôme. Un polynôme, c'est une somme de nombres finis, donc par linéarité. Et on sait à quoi ça correspond. Sur un monôme, ça donne l'intégrale de phi mj. C'est une forme linéaire positive. Et L de 1 est égal à 1. Si je prends phi égale 1, si je prends le polynôme de degré 0, bah c'est 1, j'intègre mj, ça fait 1. Donc c'est une proba. Donc L de U, pour U étant une fonction continue quelconque, c'est l'intégrale de U des pi. Donc pi étant une probabilité sur P de Q. Bien. Quant à ceci, bah maintenant, je n'ai pratiquement plus rien à faire. Il me reste à revenir à un monôme quelconque d'ordre J pour trouver la formule de mélange. Parce qu'en effet, j'écris l'intégrale de ce PJ de M, c'est-à-dire l'intégrale sur phi des x1 des xj, de l'intégrale de dpi de M, du produit, j'ai simplement commuté les intégrales, de M de xi, des xi. Bon, les dx, ils sont déjà là. Donc ça, par définition, c'est L de PJ.
Et on a déjà calculé ce que c'était. C'est l'intégrale de phi dx1 dxj fois mj. Et ça, c'est vrai quel que soit phi. Donc ça veut bien dire que mj, c'est donné par le mélange qu'elle a. Donc vous voyez à quel point ce que je vous disais, hein, une mesure, c'est une somme de masse de Dirac. Si j'ai une somme de masse de Dirac, ben, j'ai une fonction sur les mesures, une fonction continue, une probabilité. Ça donne une démonstration que je qualifie de transparente de Hewitt et Savage. On ne fait rien dans cette démonstration. En revanche, il a fallu passer à la limite pour éliminer les scories d'un nombre, d'un n fini. Les scories étant les répétitions là-dedans. Et les choses se simplifient. Donc voilà une démonstration que je qualifie d'élémentaire, enfin, élémentaire, il faut, mais en tout cas très très courte de Hewitt et Savage. Elle est très efficace. En fait, elle donne un tout petit peu mieux, parce que j'ai déjà fait cette démonstration, permet de démontrer la dualité dont je parlais la semaine dernière, et après je reviendrai à l'application qui est ici. Et qui résout un des morceaux qui était une question que j'avais posée la semaine dernière. Qui d'ailleurs devrait conduire à pas mal de développement, d'analyse dans un grand nombre de dimensions, si on se sert bien de toutes ces idées. Enfin bon. Ça sera au bon cœur de ceux qui voudront y réfléchir. Si je reviens maintenant à une suite UN, qui sont des fonctions continues, donc qui sont uniformément bornées, EQI continu, voilà, je vais dire les choses autrement. On a une notion de UN converge vers U fonction continue sur P de Q. C'est le théorème précédent. Ça veut dire que les UN convergent, sont approchés uniformément sur Q puissance n par grand U de la mesure empirique. C'est ça, cette notion de convergence. C'est la conclusion du théorème. On a une notion au sens de Hewitt et Savage de Mn converge, donc quand n tend vers l'infini, vers un certain pi. Donc ça sont tous là sont des fonctions symétriques. Ça, il faut au moins que je le dise. Et ça, une mesure de proba symétrique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que les marginales, Mnk, convergent faiblement vers le mélange qui est indiqué ici. Quand je prends fonction continue mesure, ben, j'ai une dualité évidente, j'ai l'intégrale de Q puissance n, un Mn. Eh bien ça, vers quoi ça converge? Ça converge effectivement vers l'intégrale sur P de Q de U de pi. De sorte que ce que j'ai fait sur les fonctions continues et le Hewitt et Savage revu et corrigé me donne instantanément le fait que oui, ce qu'il y a derrière, c'est la dualité entre fonction continue et probabilité. Alors j'insiste sur cette démonstration de Hewitt et Savage, c'est pas parce que j'en suis fier, j'en suis quand même fier, mais c'est parce qu'on voit que des fois, pour raisonner sur les mesures, la dualité, elle est quand même commode là-dedans. C'est pas une découverte. Bien, ça, c'est un phénomène que l'on retrouvera dans le sens où lorsque l'on voudra faire des sortes des limites de champ moyen dans des situations où il n'y a pas chaos moléculaire, il y a des corrélations. Okay.
Travailler avec les mesures, c'est pénible. Travailler avec les fonctions continues sera beaucoup plus facile, pour ne serait-ce qu'écrire et interpréter les équations limites. Il est plus facile de dériver des polynômes que des mesures, que des masses de Dirac. La mesure qui est unique. Ah oui, par définition, puisque elle est... Les deux sont denses, en dimension infinie. Ben, oui, ça c'est des Stone-Weierstrass. Hein. On est sur un compact. Tu sais, le truc là-dedans, le truc qui est pas miraculeux, c'est fait pour. C'est qu'on n'est pas en dimension infinie. On n'est pas vraiment en dimension infinie. Topologiquement, on a la compacité. Hein, on est en train de travailler avec la topologie faible, hein, mais qui est métrique. Donc c'est un faux espace de dimension infinie. Géométriquement, si on veut comprendre un tout petit peu ce qui se passe, il faut voir à quoi ça ressemble, Q puissance n sur Sn. En dimension 2, je vais prendre pour Q étant 0, 1. En dimension 2, si on prend le cube, on le replie suivant la diagonale. Le carré, on le replie suivant la diagonale. Dans le cube, on va faire ça 2 fois, on replie puis on replie. Dans Q puissance n, c'est comme si chaque fois dans les dimensions, on replie. Et en fait, c'est isomorphe à 0, x1 plus petit que x2, plus petit que, etc., plus petit que xn, plus petit que 1. Hein, c'est ça, Q puissance n sur S puissance n. C'est des suites ordonnées dans 0, 1. C'est la même chose que des partitions de 0, 1. Avec éventuellement répétition. Donc effectivement, c'est dimension infinie, mais c'est très très compact. Donc pour Stone-Weierstrass, tu es sur un compact. Et tu as une métrique, tu sépares 2 points. Donc il n'y a plus rien. Hein, tu as une algèbre de fonctions qui sépare les points, c'est une trivialité. Et puis voilà, quoi. Parce que pourquoi ça sépare les points? Tu sépares les points avec des formes linéaires. L'intégrale de phi, si on a que l'intégrale de phi m1 est égale à l'intégrale de phi m2, quel que soit phi, ça veut dire m1 égale m2. Et donc il n'y a plus rien. Et puis ça contient les constantes. Donc Stone-Weierstrass, c'est tout. Mais c'est parce qu'on a la compacité. En dimension infinie, quand on se pose des problèmes de densité de fonctions, en général, ce qui manque, c'est ça, c'est la compacité. Alors, je suis incapable de vous faire un dessin de Q puissance n sur sigma n, mais c'est de la même façon que lorsque vous approchez en dimension 1, dimension supérieure, c'est un peu plus compliqué, en dimension 1, lorsque vous approchez une mesure par une somme de masse de Dirac, hein, c'est à la fin, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est les sommes de Riemann, c'est des partitions. Bon. Donc le pi est évidemment, le pi est unique parce que on a son action sur les polynômes est unique. Alors en revanche, cette histoire de repliement sur soi, hein, repli sur soi, vous voyez que lorsque vous repliez votre feuille en deux, notamment sur l'arête, on sent que c'est un peu singulier. Et puis si on replie 36 fois, on va avoir des tas d'endroits où c'est un peu singulier. C'est-à-dire qu'il y a une vraie géométrie singulière dans l'espace des mesures. Ça va se payer quelque part. Donc on a une grosse simplification quand n tend vers l'infini, on n'a plus qu'à travailler qu'avec des objets simples, mais on va le payer en termes de régularité. On va le payer en termes de régularité parce qu'il y a des mesures qui sont des cochonneries. Style des masses de Dirac, il y a des objets assez épouvantables. Toutes les mesures n'ont pas des densités strictement positives, c'est infini, c'est-à-dire 1, à peu de choses près. Donc ça va se payer un peu plus tard, et justement cet esprit de toujours travailler avec Q puissance n, ça va nous permettre de complètement court-circuiter ces problèmes de singularité sur lesquels les gens s'acharnent, et les géomètres s'acharnent, pour savoir quelle variété a-t-on affaire avec l'espace des probas muni d'une distance. Peut-être qu'un jour, ils résoudront alors des espaces de longueur, des espaces d'Alexandrov, la topologie pointée de Gromov-Hausdorff, etc. Je m'en fous. Pour définir l'espace tangent, il s'étripe depuis des dizaines d'années.
Mais je ne veux surtout pas le regarder ça. Ce que je prétends, c'est qu'on n'a pas besoin pour écrire des EDP, curieusement. Parce qu'une grande partie de ce que l'on a fait sur les solutions de viscosité avec les distributions, c'est surtout que, finalement, il suffit d'avoir beaucoup de fonctions régulières pour tester. Et puis après, on n'écrit surtout pas des dérivées secondes. On écrit des choses qui sont induites par l'équation, des conservations, c'est les distributions, des comparaisons, c'est les solutions de viscosité. Donc, définir des dérivées proprement, à la limite, c'est pas si important que ça. OK. Alors, ça vous dit un peu où je vais. Alors, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que le UN, je peux le remplacer, c'est une convergence uniforme, par un U de 1 sur n, somme de delta xi. Un U, je peux le remplacer par un polynôme à epsilon près. Et sur les polynômes, j'ai déjà tout identifié. Bon. Je n'écris pas tous les détails, mais c'est d'une certaine manière déjà fait. Donc ce que cela veut dire, c'est qu'en fait, à epsilon près, quand n tend vers l'infini, une fonction de n variables, je peux la représenter comme une combinaison à très peu de choses près, comme une combinaison finie de fonctions qui sont les 1 sur k puissance j, somme de I1, alors autant éviter les répétitions, de phi de xi1, xij. C'est-à-dire des fonctions à k corps. Donc une fonction symétrique à 10 000 variables, si elle est assez régulière, c'est une dizaine ou une vingtaine de polynômes comme ça. Bien. OK. Donc je peux remplacer là-dedans par un polynôme, et sur un polynôme, je passe à la limite parce que ça dépend d'un nombre fini de corps, comme on l'a vu. Je passe à la limite et je récupère ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était que l'intégrale de u d'épi est égale à l'intégrale de phi jmj. Bon, donc voilà pourquoi, et effectivement, cette convergence est automatique d'une certaine manière, c'est le calcul que je viens de faire. Je ne le reprends pas parce qu'on referait exactement le même calcul, simplement après passage à la limite faible. Alors, il y a un corollaire, donc d'une certaine manière, c'est un corollaire, ça, de la démonstration du théorème, de ma démonstration du théorème de Hewitt et Savage. En revanche, il y a un autre vrai corollaire qui est absolument crucial pour les Mean-Field Games, parce que pour ceux qui ont, d'une part, bonne mémoire, d'autre part, qui sont attentifs, et enfin, qui étaient là, ça fait beaucoup, hein. Je ne suis même pas sûr que ce soit dans cette catégorie-là. Bon, donc, je vous avais indiqué l'an dernier, dans un élan d'enthousiasme, qu'il manquait des notions abstraites qui permettent de résoudre un certain nombre de difficultés. Bon, c'est ce que je suis en train de vous raconter cette année. Je vous avais d'ailleurs donné rendez-vous l'an prochain. Là, j'étais quand même un peu arrogant, mais effectivement, j'ai eu de la chance. En revanche, j'avais donné un point de vue qui était un point de vue, on prend les équations, on prend des moyennes par des mesures qui se factorisent, et puis j'avais dit, puis là, je m'attends à ce qu'on puisse commuter des non-linéarités et des moyennes. C'est-à-dire que la moyenne du carré, c'est le carré de la moyenne. Et j'avais dit ça, c'est parce que les Mn se factorisent, et d'ailleurs, regardez, je prends quelques cas particuliers, ça marche. Bon, vous êtes gentil ou vous dormiez, donc personne n'a protesté. Cela dit, effectivement, c'est vrai, et c'est le corollaire qui est là. Donc c'est que si on a UN symétrique qui converge vers U, il faudrait lui donner un nom à cette convergence, enfin c'est qu'il converge uniformément vers U.
c'est une sorte de convergence uniforme. Et si j'ai que Mn au sens de Hewitt et Savage converge vers une masse de Dirac, alors, l'intégrale, on va prendre le carré, parce que si on sait dire que le carré et les moyennes commutent, on sait dire que n'importe quelle fonction commute. Donc, je dis quoi? Je dis l'intégrale de un carré moins la valeur moyenne, c'est-à-dire l'espérance suivant la loi, moins un mn carré, oui, par exemple, ou un moins intégrale de mn carré, mn, c'est la même chose. Hein. Eh bien, ça tend vers 0. Ah oui, sous la loi Mn qui, sur les espaces de mesure, devient une loi déterministe, il y a convergence. Il y a convergence presque sûre de n'importe quel test statistique. Bon, ça, c'est un truc qui est quand même pas si facile que ça à démontrer. Hein, si on ne se sert pas de toute cette artillerie, parce que j'ai posé la question à un certain nombre d'analystes et des très bons analystes qui ont dit « Ah oui, c'est vachement intéressant, parce que ça a un rapport avec Poincaré, des inégalités de Sobolev, etc. » Donc là, on sent bien qu'il y a des choses à exploiter sur pour quel type de mesure on a des inégalités de Poincaré Virtinger quand n tend vers l'infini, suivant les propriétés statistiques de ces mesures. Bien. Et on peut récupérer beaucoup. En particulier quand vous commencez à mettre, parce que souvent des inégalités fonctionnelles, vous mettez des poids gaussiens. Mais les poids gaussiens, c'est des Mn qui se factorisent, ils sont déjà indépendants. Ça veut dire qu'un certain nombre d'inégalités fonctionnelles sont, à mon avis, voisines du trivial. Si on les regarde du bon point de vue. Bon, alors, mais ça, j'y ai pas réfléchi en profondeur, j'ai simplement l'intuition qu'il y a beaucoup de choses à développer. Oh, démonstration triviale. C'est l'intégrale de un carré mn, ça tend vers u carré de m. L'intégrale de un mn converge vers u de m, c'est-à-dire l'action de delta m sur u carré, l'action de delta m sur u. Et on a bien que u carré de m, c'est u de m au carré. Fin de la démonstration. Bon, bon courage pour démontrer ça sans se servir de l'espace des mesures avec des fonctions symétriques. Je prends des fonctions, parce qu'en fait, que le un converge vers u, on s'en fout. Je prends une fonction symétrique de n variables, avec le bon module de continuité. Je prends des mesures pour lesquelles il y a indépendance asymptotique. Montrer que un se comporte comme une constante sous cette mesure. Écoutez, moi je ne sais pas faire de démonstration directe. Hein. Bon, alors ça c'est donc maintenant on sait que si on a des fonctions symétriques, que je moyenne par rapport à des mesures qui asymptotiquement deviennent un état pur, je n'ai pas de souci à me faire avec une non-linéarité. Donc ça, c'était un bout de ce dont j'avais besoin pour justifier les équations de champ moyen. Ça, c'était pour arriver directement au système de champ moyen. Je vous présenterai, lorsqu'on aura fait du calcul différentiel, une autre manière d'écrire les jeux de champ moyen sur l'espace des mesures et de récupérer les équations en dimension infinie par intégration en suivant les caractéristiques. Alors l'intérêt, c'est que ça permettra de gérer des cas plus complexes que non seulement de justifier les jeux à champ moyen, mais aussi d'étudier des systèmes dans lesquels il y a des corrélations. Et les corrélations, c'est extrêmement important. Un petit mot sur les corrélations. Du point de vue de la mécanique, dire qu'on a n objets
et dire qu'il n'y a pas de corrélation si n est grand, ça relève de la théologie, hein, au sens où c'est toujours c'est toujours la remarque de... Enfin, je vous ai d'ailleurs cité l'an dernier, hein, c'est... le monde est une vaste équation différentielle et Dieu, c'est la condition initiale. La religion est la condition initiale. Bon, condition initiale parce que fondamentalement, pour justifier en dynamique le fait que initialement les états spontanément sont des états indépendants pour les particules, bon. Alors c'est vrai que dans les états de moindre énergie, les états fondamentaux, et après tout, on peut se dire que peut-être les conditions initiales peuvent être des états de moindre énergie. Il y a des principes énergétiques qui font préférer des états indépendants. Donc ça, il y a des raisons ce sont des raisons que je qualifierais de physiques. Et c'est ça qui fait c'est ça qui justifie le fait qu'il n'y ait pas de corrélation et qu'on ait des équations macroscopiques. Et ensuite, vous pouvez prendre toute la liste, hein, Vlasov, Boltzmann, et cacher soigneusement sous le tapis la mécanique des fluides, hein, puisque comme on fait une modélisation phénoménologique à partir d'éléments de volume de fluide, on ne le voit pas, mais c'est là aussi. Donc il y a partout ce présupposé, c'est qu'il y a tellement d'objets, ils ont été tellement secoués dans tous les sens, ou ils ont été dans des états qui sont dans les états le plus stables, qu'il y a derrière caché des états indépendants. Et puis, bon, il n'y a pas trop de perturbations stochastiques qui arrivent, qui vont pas créer des corrélations. Alors ça, c'est plus ou moins vrai déjà, parce qu'on peut très bien imaginer qu'on ait des forcings assez durs à des échelles très petites, et c'est ça le problème, qui créent des corrélations. Donc il faut que ce soit des forcings à l'échelle microscopique. Si c'est un forcing à l'échelle macroscopique, comme un vent turbulent, etc., ça ne change rien. On a toujours les équations de la mécanique des fluides. Bon. Donc du point de vue physique, par les corrélations, ou bien on a des mécanismes, parce qu'on commence à faire des choses un peu violentes au niveau quasiment atomique, au niveau moléculaire ou à un niveau mésoscopique, et on commence vraiment à secouer le système. Et là, on aura à gérer le phénomène des corrélations, autrement, essentiellement, on peut les oublier. En revanche, dès qu'on s'intéresse à des situations où on a d'ailleurs plus des joueurs, il n'y a pas des particules passives, que ce soit des organismes vivants ou même des agents économiques ou financiers, là, ils sont tous soumis à des aléas individuels d'une part et à un aléa commun. Ils expérimentent tous les mêmes conditions extérieures. Donc, présupposer de l'indépendance est une hypothèse très très forte. Et même si initialement c'est indépendant, s'ils sont tous soumis à des environnements aléatoires, ben, les corrélations, elles vont réapparaître. Bon, alors ces corrélations, ben, la seule manière de gérer ça, ça sera de monter en dimension, ça sera de monter sur l'espace des mesures. Alors, je vous dis pas les joyeusetés numériques que tout ceci pourrait entraîner. Ça, on en reparlera déjà rien que sur l'exemple des Minfield Games sans corrélation. Bon, ça, c'était la minute de pseudo-philosophie. Donc, évidemment, Claude, c'est une question de pseudo-philosophie, c'est ça? Les arguments qu'il a donnés sur le repliement du cube, etc., chose de valeur ça, etc., on a envie de dire que pourquoi il ne s'applique pas au cas antisymétrique? Parce que dans le cas antisymétrique, tout envers zéro. Non, je ne sais pas. Je ne comprends rien au cas antisymétrique. Je parlerai du cas non symétrique, qui est beaucoup trop large. Mais dans le cas antisymétrique, le problème, c'est que dans le cas antisymétrique, si tu branches le fait que c'est continu par rapport qu'on dépend faiblement d'une des variables, c'est zéro à la limite. Parce que ça veut dire que je peux bouger la valeur d'une des variables, et ça ne change rien au résultat. Et je mets les deux premières variables égales. Donc ça ne change rien au résultat, et le résultat, ça fait zéro. Donc il y a une sorte de dégénérescence dans le cas antisymétrique, et bon, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des mesures symétriques, hein, lorsque je prends une fonction d'onde antisymétrique de n variables, soyons précis. Je l'élève au carré, je prends son module au carré, j'ai une mesure de probabilité à n variable, mais elle s'annule sur toutes les diagonales, elle s'annule dès qu'il y a des coïncidences.
Ok. Ben moi, je pense qu'elle tend que ça tend vers delta 0, hein, mais enfin, un truc trivial. Je ne sais pas très bien quoi, mais je pense que c'est un truc trivial. Qu'asymptotiquement, il n'y a peut-être pas grand-chose. Mais je suis troublé par le cas antisymétrique. Ou alors, ça veut vraiment dire qu'il y a des pertes de régularité très fortes. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de couches limites qui se concentrent sur toutes les répétitions de points, sur tous les cas d'exclusion de Pauli. Et donc, à la limite, on ne voit plus l'antisymétrie. Soit on la voit encore et il y a zéro, il y a un gros problème, soit, et on a quand même une masse de proba, donc ça veut dire s'il y a zéro, c'est qu'il y a quelque part des pics qui doivent apparaître. Soit, hein? Alors il faudrait qu'il y ait une renormalisation, peut-être. Oui, mais c'est une mesure de proba. Soit il y a la masse qui fout le camp à l'infini, hein, parce qu'on est sur Rn aussi. Enfin, on pourrait être en périodique. Hein. Ouais. Je ne sais pas, c'est une bonne question, mais on commence à y avoir. Je pense qu'avec ce point de vue, c'est peut-être étudiable et décidable, ça. Mais il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose tout le temps sans même dire c'est le fondamental de quoi que ce soit. Alors, effectivement, il y a le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien quelle mesure on récupère. Le carré d'une fonction antisymétrique, j'ai simplement traduit ça par un zéro. Alors, on a d'autres informations sur le fait que l'énergie cinétique croît en Cn ou des trucs comme ça. On peut avoir il y a d'autres informations. Ce qui veut quand même dire des choses sur la mesure. Et ça implique des restrictions sur pi, d'ailleurs, ça. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je ne sais pas très bien, je ne peux pas répondre à ta question. Mais c'est une question extrêmement intéressante. Bon. Alors, si on ne peut pas replier le cube et qu'on garde le cube, on verra que là, c'est l'enfer. On perd complètement la périodicité, la compacité. Et je vous en reparlerai. On verra apparaître des fonctions des suites presque périodiques et des choses comme ça. Bon. Alors, où en étais-je? Là, ça, Hewitt et Savage. Ah, c'est fini. Non, c'est pas fini, parce que je vais quand même vous raconter à quoi ça sert Hewitt et Savage. Alors, un certain nombre d'entre vous qui sont des familiers des modèles cinétiques le savent, mais même pour ceux qui connaissent les modèles cinétiques, je vais introduire un biais. Ça ne va pas être comme d'habitude.